Voilà, merci donc pour cette courte page de publicité. Retour sur votre plateau, toute la vérité, toujours avec notre invité Alpha Thiam, qui est secrétaire général du parti Force Nouvelle. Alpha Thiam, on parlait tout à l'heure de ces difficultés des Sénégalais, notamment des jeunes comme vous, comme moi, au Sénégal. Beaucoup de difficultés. On a serré les problèmes. Maintenant, il nous reste aujourd'hui à trouver des solutions. Est-ce que Force Nouvelle a des solutions que peut-être le pouvoir en place, le gouvernement en place, n'a pu explorer malgré ces agences, FEJBAN, ces projets, délégations à l'entrepreneuriat rapide, les domaines agricoles communautaires? Du concret a été fait, du concret a été proposé, mais la finalité, c'est qu'on a l'impression que rien n'a été fait. À voir aujourd'hui la violence des émeutes, j'abonde dans votre sens. On se dit sérieusement, il y a un constat d'échec qui est extrêmement lourd. Et il faudra situer des responsabilités par rapport à cela. L'effet d'une politique pour la jeunesse, elle doit pouvoir se sentir, ça doit être palpable. Vous demandez à n'importe quel jeune, il doit pouvoir se dire, je sais rentrer sur tel site, m'inscrire, obtenir une formation en très peu de temps. Je sais où je peux demander de l'emploi. Je sais où je peux me former. Mais il y a un préalable. Il faut être extrêmement inclusif. Je parlais de co-construction sur les réponses. Nous, c'est une réponse qu'on a posée sur la table en disant on a un plan aujourd'hui qui s'intitule « Un jeune, une solution FEP ». Formation, emploi, projet financé. Donc, si vous le faites ça, ça veut dire que chaque jeune aura une réponse appropriée. Mais ce n'est pas que cela. On a également lancé l'idée du service militaire. Mais vous prenez tous les pays, les citoyens ont des droits et des devoirs. En mettant en place un service militaire, c'est la meilleure réponse aujourd'hui qu'on a pour renforcer le civisme, renforcer les acquis démocratiques d'un pays et puis surtout avoir une population de travailleurs. C'est-à-dire que vous êtes au niveau du parti pour un service militaire obligatoire, comme cela s'est fait ou cela se fait dans d'autres pays à travers le monde? Absolument, Birahim. On a vu l'exemple d'Israël, on a vu l'exemple de la France, l'exemple des États-Unis, etc. Je pense qu'il y a un don de soi. Pour qu'un pays puisse se développer, sa jeunesse doit mettre la main à la pâte. On a vu le président au Conseil des ministres très récemment même reparler plutôt de booster le service civique national pour permettre justement à ces jeunes d'avoir ce civisme, parce qu'on a l'impression qu'il y a également un problème là-dessus. Vous êtes carrément pour Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Nous réclamons un service militaire. On a eu l'occasion d'échanger directement avec le président de la République, de lui proposer ce plan. Grande fut notre surprise, il l'a vu uniquement sur le plan de charge, en termes de coût, en disant c'est énorme, est-ce que le Sénégal peut se payer ce moyen? Pour avoir fait le service militaire, pour un ancien militaire comme moi, je vais vous dire, le service militaire ne coûte pas grand-chose. Vous faites un service militaire agricole. Les militaires, les jeunes qui sont aujourd'hui en train de faire leur service, vont faire aujourd'hui de l'agriculture. Donc, vous avez de quoi manger et de quoi régler des problématiques de prix. On vous dira qu'il y a les domaines agricoles communautaires. Ben, faites-les travailler dedans en nombre et vous verrez le résultat. Au moins, ils produiront ce qu'ils vont manger. Vous prenez comme un service militaire. L'ancien président gambien, eat what you grow and grow what you eat. And grow what you eat, that's right. C'est ça. Prenez également sur le volet sécuritaire. On dit que nous sommes au rouge, en alerte rouge sur le plan du terrorisme. Mais on a besoin d'un maximum de monde pour surveiller quoi? La lutte contre le grand banditisme, contre les pillages, lutter aujourd'hui pour la protection de nos forêts, lutter pour la protection de nos frontières, de nos ressources, etc. Mais il faut des éléments pour quadriller. Il faut une formation militaire pour donner le meilleur de soi, pour montrer à chaque Sénégalais quelles sont ses capacités, quelles sont ses dernières ressources au fond de lui-même et permettre de découvrir ce qu'il y a de meilleur en nous. Ça, l'armée arrive à donner ces gratifications ou cette valorisation individuelle. Mais un service militaire, c'est bien plus que cela. C'est revisiter aujourd'hui les étendards d'un pays, c'est se dire c'est quoi nos cultures, c'est quoi nos valeurs, et c'est se cramponner en une force commune et surtout une vision du développement du Sénégal. Pour moi, le service militaire doit servir aujourd'hui, à la protection de nos biens, à la protection des personnes au niveau du Sénégal, mais ça doit être le fer de lance du développement du Sénégal demain. Vous prenez le cas des pays comme le Japon, des pays comme la Corée, des pays aujourd'hui comme Israël. Ils ont utilisé le service militaire comme levier de développement individuel de leur population et comme réponse à leurs problématiques d'emploi. Vous savez, l'armée, il y a tous les métiers qui sont à l'intérieur de l'armée.
Vous avez des menuisiers à l'intérieur, vous avez des couturiers à l'intérieur, vous avez des plombiers à l'intérieur, vous avez des cuisiniers à l'intérieur, vous avez des chauffeurs. Imaginez, vous prenez le secteur. Formation, elle mais est moi, assurée. je vous dis, je garantis, rien qu'avec le service militaire, l'ensemble des formations dont le Sénégal a besoin. Maintenant, vous dites sur les métiers de demain, vous canalisez cette force en vous disant, aujourd'hui, c'est quoi les skills pour tomorrow? Et vous mettez votre population sur ces compétences utiles pour demain. Et ça, nous devons faire cette réflexion. Nous devons nous dire, cette problématique du chômage aujourd'hui, prenez n'importe quel jeune qui est autour de vous. Chaque matin, chaque semaine, vous êtes interpellé par 1, 2, 3 personnes qui vous disent je cherche, voilà mon CV, je veux un emploi, je veux entrer dans telle entreprise. Mais ils sont confrontés à quoi? Ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas la formation requise. Certes, des fois, ils sont bien formés, ils sortent de l'université. Mais il y a un gros problème de... Il y a un problème d'adéquation entre la formation et l'emploi. Aujourd'hui, on peut voir milliers d'étudiants en fac de droit. On en sort combien par an? Finalement, on ne peut pas tous être des enseignants ou tous des juristes ou tous des avocats. Il faut nécessairement que l'État également puisse appuyer dans ce qu'on appelle cette formation et cette corrélation entre la formation et l'emploi pour que justement qu'on puisse former des jeunes vers des emplois qui existent déjà ou que l'on va créer. Au risque de vous surprendre, si je vous dis qu'il existe un certain nombre d'emplois aujourd'hui au Sénégal qui ne sont pas pourvus, vous allez être surpris. Et il en existe dans le domaine des télécoms, dans le domaine du digital, dans le domaine du numérique, au niveau de la banque, sur certains postes extrêmement pointus. Mais parce que c'est ça, il n'y a pas d'adéquation profil-poste. Et quand vous n'avez pas cette adéquation, quand le marché aujourd'hui veut capter ces emplois et que vous ne les avez pas, comment se fait-il qu'on va chercher à l'étranger des profils rares pour venir aujourd'hui faire ce job au niveau du Sénégal? Il faut peut-être des discussions assez tenues entre les entreprises et la fac ou les différentes écoles pour pouvoir se dire, créons aujourd'hui les conditions pour former là où nous avons réellement des besoins, là où se retrouvent nos préoccupations. Ce sont des failles du gouvernement, ce sont les failles du système finalement. C'est les failles du système et il faut les assumer. Et je pense que nous tous devons, de manière assez humble, sans mettre un doigt sur tel, se dire, balle au centre. On doit réfléchir ensemble pour qu'on puisse se dire c'est quoi le meilleur pour le Sénégal. C'est des questions qu'il faut régler pour demain. Et ces questions-là, on ne peut pas les laisser au bord de la route en se disant on fait semblant, on le met sous le tapis, tout marche. Mais ça donne des situations comme nous l'avons vécu, mais ça te fait des émeutes dans un pays, ça te fait des manifestations et ça pousse le pays vers un gouffre. Oui, alors force nouvelle, nouvelle force. Finalement, ça veut dire que vous avez, dans le nouveau et des nouveautés, vous avez des propositions à faire au Sénégal et des propositions à faire aux dirigeants aujourd'hui du Sénégal, mais des propositions vous-même pour peut-être l'avenir, puisqu'on le sait, tout parti politique et tout homme politique a quand même des velléités par rapport à un pouvoir, même si on n'en est pas encore là. Mais vous avez quand même des propositions. Quelles sont ces propositions concrètes justement pour sortir le Sénégal de ce gouffre sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sanitaire, entre autres? Je vous ai parlé tantôt du service militaire, qui est une de nos propositions phares. Je vous ai parlé également de l'absence de souveraineté, une vraie perte de souveraineté qu'on a constatée depuis qu'on a eu les indépendances jusqu'à présent. Il n'y a aucun pays, Birahim, au monde où, on va vous dire, c'est les institutions de Bretton Woods qui ont eu à développer ce pays. Ça n'existe pas. Et pourtant, au Sénégal, on se targue d'avoir eu un satisfecit. Ça ne marche pas. Il faut qu'on arrête ça. Etc. Le seul satisfecit pour nous, Force Nouvelle, qui peut prévaloir, en tout cas, c'est celui de nos populations. Il faut être résolument orienté aujourd'hui, satisfaction de nos populations. Si, pour chaque décision que vous devez prendre pour l'État, vous mettez en bandoulière aujourd'hui la réalité de l'intérêt général, de l'intérêt du Sénégal, de la souveraineté du Sénégal, on arrive à faire des choix gagnants, des choix qui sont créateurs de valeur et des choix qui sont créateurs d'emplois au final. Il faut qu'on arrive à se dire aujourd'hui, imaginez, tout ce que nous exportons, je vous dis bien tout, hein, tout ce que nous importons du monde, est-ce qu'en face, il ne faudrait pas qu'on puisse se dire, nous mettons des industries et on arrête aujourd'hui d'importer ces produits que nous pouvons nous-mêmes fabriquer ici à l'intérieur du Sénégal. On a une solution qui s'appelle les 3 témères. On a voulu vendre ça également au président Macky Sall, en disant les trois témères de Macky Sall. Bon, peut-être les gens ont du mal à comprendre le principe ou pas, mais il n'y a rien de déconnant à pouvoir se dire la vie elle est chère aujourd'hui au niveau du Sénégal. Tout l'ensemble des pères de famille, des mères de famille, le constatons aussi bien que nous.
Prenez votre salaire, payez l'école de vos enfants, payez les charges, payez l'eau, l'électricité, la location, et vous êtes à terre déjà. On a une réponse, nous, en disant, OK, les loyers, il faut véritablement que SNHLM, la SICAP, puissent redevenir ces sociétés à vocation d'HLM. Habitat à loyer modéré. On a perdu, on va vous dire on a perdu ce bout du social. Ils vont vous répondre qu'on a le programme 100 000 logements, etc. Oui. Mais Birahim, vous allez m'amener encore à dire qu'on a trop de slogans et pas assez de réponses appréciées par la population. Je pense que la seule métrique qui compte, c'est est-ce que la population elle est satisfaite au final par l'ensemble des politiques que nous menons ou pas. Je vous ai parlé des 3 témères. Je vais poursuivre sur cette réflexion. Vous prenez aujourd'hui ce qu'on a constaté sur les émeutes. Les gens ont emporté quoi? Dans les Auchan, ils ont pris de la nourriture, ils ont tout pris, ils n'ont rien laissé pratiquement. Mais ils sont rués en premier sur quoi? Sur l'huile, le riz, sur le riz, sur le sucre. Les 3 témères dont on parle, nous, c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui, il faut que le litre d'huile puisse nous coûter seulement 500 francs. Non plus. Maximum. Il faut que le sucre puisse coûter maximum 500 francs. Il faut que le prix de l'essence puisse coûter maximum 500 francs. Ces 3 témères-là aideront déjà à réduire la cherté de la vie. Ensuite, il y a d'autres batailles à faire. Quand je vous ai dit, arriver à faire de l'autosuffisance alimentaire, c'est une préoccupation forte chez l'ensemble des frères et sœurs de Force Nouvelle, où nous échangeons, où on dit il faut arriver à cela. Y arriver, mais c'est quoi? C'est de l'huile de coude, c'est de la sueur. Nous avons les terres, nous avons les intrants qu'il faut, nous avons les moyens qu'il faut. L'aide du service militaire, c'est quoi? C'est d'orienter une bonne partie de la jeunesse dans les champs pour qu'ils puissent produire. Mais pas seulement, comme ce que nous disait Sarkozy, pas avec la houe et les hilaires, etc. Non. Il faut mécaniser quand même un peu plus notre agriculture. C'est bien de soutenir aujourd'hui les marabouts avec l'ensemble des tracteurs que l'État arrive à acquérir. Mais il faut les mettre dans les champs à destination directement des populations qui en ont besoin et qui vivent des soudures à n'en plus finir. Ça, c'est des réponses aujourd'hui qui sont assez concrètes et qu'il faut arriver à délivrer. L'autosuffisance alimentaire, le gouvernement, le président, le régime de Macky Sall en a fait un cheval de bataille dans le plan Sénégal émergent. Avant le plan Sénégal émergent, il y avait d'autres plans. Il y a le PSE2, etc. Il y a le PAC 2, le programme d'action prioritaire, la deuxième phase. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont également des projets qui ont été pris en charge ou pris en compte par le régime en place. C'est-à-dire que pris en charge, mais pas forcément appliqué. Tout le problème se trouve là, encore une fois, entre ce qui est évoqué comme étant aujourd'hui un bel état d'esprit initial. On lance les slogans et après, quand il suffit d'aller jusqu'au bout, au finish, soit il y a eu du détournement, soit les programmes sont partis ailleurs, on ne sait où. Mais quand vous allez chercher les bénéficiaires, ils ne vous diront pas que nous sommes satisfaits. Donc c'est une insatisfaction, encore une fois, qui génère des situations que nous avons vécues. Gérer un pays aujourd'hui comme une entreprise est une réalité. On a vu des présidents le faire. On a vu Kagame le faire aujourd'hui au Rwanda. Et ça marche. On a vu Nana Akufo-Addo le faire au niveau du Ghana. On a un dernier en date qu'on peut citer qui est en train de finir son premier mandat. C'est Patrice Talon au niveau du Bénin. Mais le Sénégal était un pays de référence. Moi, j'ai envie de dire comment se fait-il que nous ne le sommes plus? Il y a un vrai problème. On était un hub d'enseignement supérieur. Tous les présidents aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest étaient plus ou moins passés par nos universités, par nos écoles, etc. Mais ce savoir-faire, il est passé où? Ici, c'est le pays de qui? C'est le pays de Valdiodio Ndiaye, c'est le pays d'Amadou Mahtar Mbow, c'est le pays de Senghor, c'est le pays d'Abdou Diouf. On a formé de grands administrateurs, etc. Amadou Mahtar Mbow, à qui nous souhaitons également joyeux anniversaire, je le rappelle, on est sur le centenaire d'Amadou Mahtar Mbow. C'était ce samedi, justement. Tout à fait. Une des réponses phares également qu'on a au niveau de Force Nouvelle, Birahim, c'est de dire un pays compte. Mais ce qui compte le plus dans un pays, c'est la capacité que ce pays a de générer des champions économiques. Or, on constate aujourd'hui au Sénégal, quand on parlait d'absence de nationalisme ou d'absence de souveraineté, tous nos leviers majeurs sur le plan économique ont été vendus par bloc d'actifs à des entreprises étrangères ou à des étrangers, disons-le tel quel. Vous voulez avoir une politique économique en termes de création de valeur pour récupérer de l'impôt, récupérer des dividendes, créer des emplois, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez plus ces bras, vous n'avez plus ces leviers. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire?
nous suggérons qu'il faut renationaliser un certain nombre d'entreprises aujourd'hui de souveraineté. Mais on y est. Bon, je vois par exemple que la plus récente, c'est par rapport à la capitalisation de l'autoroute à péage avec nous sommes loin, qui a pris 25%, qui se targue d'avoir 800 millions par an, alors qu'avant c'était 1000 francs. Une concession sur honteux, 25 ans jusqu'à 30 ans. Il ne faut pas le dire, c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. C'était 1000 francs la concession. 1000 francs la concession. Mais c'est un scandale, c'est un scandale. Aujourd'hui, on est à quand même 800 millions de francs, en tout cas selon les dernières négociations. C'est quoi 800 millions par an? Est-ce que ça suffit? C'est quoi 800 millions par an? Est-ce que ça suffit Ça finalement? ne suffit pas. Vous prenez le péage, vous et moi, nous tous nous prenons le péage. Vous calculez ce que vous payez sur un aller-retour Dakar-Thiès. Et vous regardez le nombre de voitures. Vous regardez les queues qu'il y a le soir sur le péage. Moi, je me demande, est-ce que tout ce qui est réellement encaissé est déclaré? Ça pose problème. Comment se fait-il que sur un montage pareil, où l'État du Sénégal a décaissé quand même plus de 80% de ce montage-là, on finit par nous dire, par je ne sais quel miracle, que c'est une société française qui détient, ou qu'importe, qui détient Eiffage, qui détient aujourd'hui cette société. C'est une aberration quelque part. C'est là où aujourd'hui Force Nouvelle s'est dit, notre réponse sur le plan politique, notre offre politique aujourd'hui est de se dire, l'ensemble de ces sociétés aujourd'hui doivent quand même soit revenir à l'État ou au minimum, 51% de ces sociétés doivent revenir à l'État pour que l'État, pour que les Sénégalais et les Sénégalaises... à faire, mais il y a un effort à faire. Parce que Eiffage, c'est pour ce qui concerne la téléphonie et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça concerne également, on parlait du BRT, du TER, etc. C'est pratiquement, c'est l'eau, c'est l'électricité. Il y a encore beaucoup à faire et sûrement il y aura beaucoup de procès aussi à faire. Nous voulons que le Sénégal s'imagine grand et se voit grand et rêve grand. Et cette réalité, Birahim, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous Sénégalais, de la diaspora, d'ici, celui qui est au Champ, celui qui est à Colobane, celui qui est à Tambacounda, celui qui est à Guédiawaye, etc. Nous tous ensemble, nous devons nous dire, nous avons un commun vouloir de vivre ensemble. Dans quelles conditions? Dans d'excellentes conditions. Des conditions où il est question de se dire, nous possédons ces leviers. Ce n'est pas normal, parce que ce que je vais vous dire, vous allez en France, vous allez aux États-Unis, personne n'imaginerait un instant, je vous dis, que des sociétés nationales aujourd'hui ou de souveraineté soient détenues par des étrangers. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'on puisse être, nous, bernés pendant plus de 60 ans, on a subi cela, et qu'on doive se dire, il faut que ça continue, il faut que ça cesse. Nous, en tout cas, à Force Nouvelle, nous disons qu'il est temps d'arrêter ce système. Quand on regarde aujourd'hui les jeunes... Vous êtes anti-système comme l'autre, finalement. L'autre, ou en tout cas, quand j'ai l'autre, c'est... On peut partager quelques visions. Ils n'ont pas le monopole du patriotisme. Par contre, je pense que nous avons le monopole de la souveraineté. Nous voulons un bon souverainiste aujourd'hui défendre le Sénégal et défendre la nation sénégalaise. Et ça ne peut se faire que si tous les outils de développement sont entre nos mains, pas sur les mains des étrangers. Nous croyons au Sénégal. Nous croyons au génie sénégalais. En se disant, il y a des ruptures. Nous devons disrupter aujourd'hui le système. Il faut miser sur les hommes, finalement. Mais il faut miser sur les hommes. C'est tellement vrai. Le premier facteur clé de succès de toute entreprise ou de ce que vous voulez faire, c'est d'abord les hommes et les femmes que vous avez sur place. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On observe un mindset, on observe un logiciel qui est totalement périmé parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement de la classe politique. Et la manière dont nous gérons, vous gagnez une localité et vous prétendez aujourd'hui diriger une entreprise ou avoir un poste ministériel alors qu'il y a des objectifs précis de développement qu'on vous pose. Alors que ce monsieur ou cette dame que vous prenez, vous mettez à la tête aujourd'hui d'un centre de profit pour l'État, mais il n'a jamais géré une boutique. Quel résultat vous pouvez en attendre? Je pense qu'il faut rompre avec ce genre de pratique et se dire, you put the right man at the right place et le développement commencera à venir et on verra. Est-ce que Force Nouvelle aujourd'hui, par exemple, est sur une optique, comme cela se fait, c'est un peu d'actualité, d'une coalition, d'aller avec peut-être des sensibilités à peu près égales à votre sensibilité, à savoir Force Nouvelle, Ousmane Sonko, Bougane Gueye Dany que vous avez cité tout à l'heure, d'autres qui sont cette nouvelle génération pour une alternative politique ou une alternance politique? Je pense que le pays a besoin d'une vitalité démocratique, a besoin de consolider ses acquis également sur le plan de la stabilité. Il est naturel, dans l'ordre naturel des choses, un renouvellement s'opère. Donc notre Constitution parle aujourd'hui
de certaines réalités sur les mandats, sur le cumul, etc., il faut que nous puissions les appliquer en bons républicains. Qu'on puisse déjà tourner la page des mandats. Oui, je pense que ça, c'est un peu derrière nous. Et encore, le principal intéressé lui-même s'est prononcé pour dire qu'il n'a jamais dit cela. Donc je pense qu'il ne faut pas épiloguer dessus ou lui prêter quelque chose que lui-même n'a pas dit clairement. Voilà, donc après on fait beaucoup de supputations et le jeu des journalistes qui posent des questions, moi je trouve ça même inélégant parce qu'on va aux États-Unis. Jamais il ne viendrait à l'idée d'un journaliste qui se veut être un professionnel dire à un président au bout de son deuxième mandat ou au début de son deuxième mandat, président, est-ce que vous allez vous présenter? La Constitution ne lui permet pas. Donc la question ne peut pas se poser. Alors pourquoi ici, la Constitution doit être posée? Non, je pense que ces choses-là, ça ne mérite même pas la peine. C'est pour cela que je me dis, à l'heure où nous sommes, il est impératif que le président puisse se dire, j'amène un Premier ministre aujourd'hui de consensus pour aider à manager aujourd'hui la préoccupation et les attentes des Sénégalais. C'est normal, il faut le mettre, être moins seul. Il faut un gouvernement d'attaque avec des hommes et des femmes brillants. Les Sénégalais aujourd'hui ont l'habitude de voir des gens brillants autour d'eux, de les constater, de les rencontrer. Mais pourquoi quand ils se projettent au niveau de leur gouvernement, c'est une image de médiocrité qui nous est renvoyée, ou une image de ministres qui critiquent la jeunesse, ou qui sont à la limite de l'insulte par rapport à des messages forts qui ont été envoyés par une jeunesse lors de ces émeutes. Vous n'avez rien à dire, ou de dire qu'ils sont infiltrés, ou de dire que c'est des terroristes, ou de dire que c'est du grand banditisme et des choses de ce genre-là, ou c'est des nervis, c'est des meurtres, etc. On a tout entendu. Moi, je pense que il y a des messages à décrypter, mais au-delà du message, aujourd'hui, il y a un attelage, en tout cas, à revoir. À revoir dans le sens de ce qu'il y a de plus pertinent pour l'adressage des besoins des Sénégalais. Ça, c'est pour le gouvernement, pour le régime, mais pour l'opposition, pour les partis politiques, pour le pouvoir, il faut nécessairement également qu'il y ait une reconfiguration qui permette justement d'apporter de la plus-value, justement, parce que on se rend compte souvent que l'opposition est dans le nihilisme, que certains partis politiques qui ne se retrouvent plus dans un régime sont dans le nihilisme, alors qu'il faut plus proposer peut-être des solutions et que de l'autre côté, qu'on puisse accepter ces propositions pour un Sénégal uni et fort et pour tous les Sénégalais finalement. Il faut être force de proposition. Je pense que c'est l'intérêt même d'un parti politique. Dans le débat, si on a des éléments différenciants, si on a des propositions, on vient avec. Si on n'en a pas, dans ce cas, autant ne pas être un parti politique. C'est ce que nous reprochons à beaucoup de partis qui ne vivent que pour entrer dans des coalitions ou se greffer à des coalitions et demander des strapontins et être toujours au pouvoir. Ce biais, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu terminé par rapport à ça. Aujourd'hui, il faut regarder quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre. Est-ce qu'elles marchent ou est-ce qu'elles ne marchent pas? Il faut, sans réserve, pouvoir conserver cet état d'esprit, cet esprit critique pour dire est-ce que les résultats sont là, est-ce que les résultats ne sont pas là, tirer les sonnettes d'alarme quand il faut et apporter des réponses et des contradictions. Le pouvoir, l'opposition, les camps sont nets. Mais qui fait gagner le Sénégal? C'est les Sénégalais au fond. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, si on sait que le président n'aura pas un troisième mandat derrière, qui empêche aujourd'hui n'importe quel Sénégalais, s'il est bon, s'il est dans des dispositions où il peut apporter de la valeur ajoutée, qu'est-ce qui empêche ces Sénégalais-là de pouvoir être aux commandes d'une agence, d'une direction, d'un ministère, ou de travailler, ou d'entrer dans un gouvernement? Le Parti démocratique sénégalais, au plus fort de la crise, au plus fort de son opposition, être appelé par le gouvernement d'Abdou Diouf pour participer justement à ce Sénégal. Et une fois les jeux électoraux arrivés, chacun va de son côté pour aller vers ces élections. Est-ce que vous êtes pour ceux qui pensent qu'il faut un entrisme où ce sont des opposants, ou en tout cas avec le dialogue national, le dialogue politique, on en avait parlé, on l'avait annoncé, finalement on a vu ce qu'il en est, que des gens de l'opposition, des têtes de l'opposition puissent revenir ou entrer dans un gouvernement peut-être du parti APR ou de Benno Bokk Yakaar, mais pour l'intérêt du Sénégal, en restant toujours dans l'opposition ou avec nos propositions dans l'opposition. L'intérêt du Sénégal aujourd'hui dicte une posture républicaine. Et cette posture républicaine, je pense, c'est à chaque moment, il faut se dire quels sont les intérêts du peuple. Si on a l'impression que, si on pense que nous pouvons être utiles sur une station donnée, on n'hésitera pas. Vous pensez
Par analogie, on peut dire l'équipe nationale du Sénégal, c'est quoi? Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, etc., qui sont dans cette équipe? On parle du gouvernement, on parle de ce qui se fait de mieux, ce qu'on pense être ce qui se fait de mieux pour aujourd'hui amener le Sénégal le plus haut possible en termes de développement. Pour nous, nous saluons l'ouverture appelée et prônée par le président de la République. Ça a permis peut-être d'amener de l'apaisement, mais la crise, elle est larvée. À mon avis, c'est comme s'il y a du feu qui est toujours en dessous. De la cendre. Heureusement que nos hommes religieux aujourd'hui sont intervenus avec brio dessus pour calmer cette première salve. Mais il ne faudrait pas qu'on se retrouve sur une deuxième riposte, parce qu'on ne s'en sortira pas, parce que ce sera terrible à mon avis. Bon, Ousmane Sonko parle de deuxième vague qui pourrait être plus terrible. C'est clair. Est-ce que le Sénégal peut se permettre cela? On risque de discréditer la parole de nos khalifs dans ce cas. Et les jeunes peuvent écouter une fois, mais s'ils ne voient pas de réponse en face, qu'est-ce qu'ils font faire? On leur dit, vous ne sortez pas, vous prenez la mer, vous prenez le désert. Ben, c'est considéré aujourd'hui comme du suicide, donc ils ont un problème à ce niveau-là. Ils n'ont pas de réponse en termes d'emploi, il n'y a pas de réponse en termes de formation, il n'y a pas de réponse en termes de financement de projets. On leur dit, ben, s'il n'y a rien, vous êtes ici au Sénégal, vous êtes cantonné, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Moi, j'ai une peur, Birahim, une peur bleue. C'est celle de me dire, j'observe de Mbalika à Mbebes, de Guédiawaye jusqu'à Yoff, toute cette jeunesse qui, le matin et le soir, les plages sont noires de monde qui s'entraînent. Cette digue, une fois en cas de manifestation, si cette digue, elle cesse, ou elle casse à partir de croisement Cambérène pour venir à l'intérieur de Dakar, c'est un autre problème. Alors là, c'est un gros problème qui va se passer. Alors, Force Nouvelle, on attend les élections locales comme présidentielles. La présidentielle, c'est peut-être en 2024. Les élections locales reportées, encore une fois reportées. On parlait de ce mois de mars comme étant une date butoir, le 21 mars pour des élections locales. Apparemment, déjà, tous les observateurs annoncent qu'il ne peut y avoir d'élections. À quand des élections? Est-ce qu'on doit, pour une fois au moins, respecter l'échéance ou le calendrier électoral au Sénégal? La crise qui s'est passée également est réelle sur le plan institutionnel. Je pense qu'un pays qui se respecte doit avoir un calendrier électoral assez structuré, à date fixe, tenir les jalons, tenir les élections, normalement. Normalement. Il ne faut pas, à mon avis, les déplacer ou les reporter, parce qu'on risque de reporter d'autres élections derrière en cascade et on n'en sortirait pas. Nous sommes en pleine Covid, on a bien vu des pays organiser des élections et ça s'est bien passé et ça n'a pas pu alterner le jeu démocratique. Je pense qu'il faut le respecter et il faut s'inscrire dans cette dynamique. Nous pensons que le président, à l'issue peut-être des conclusions du dialogue, devrait très rapidement se prononcer avec les acteurs de manière consensuelle, arrêter des dates et que tout le monde y aille. Mais ça ne suffit pas. Au-delà de cela, pour apaiser définitivement le climat au Sénégal, au-delà aujourd'hui d'un calendrier électoral qu'il faut édifier l'ensemble, il faut arriver à se dire, on a une situation juridique judiciaire concernant Ousmane Sonko qu'il faut régler très très rapidement. C'est une demande sociale. Vous allez au-delà. Vous prenez la situation également judiciaire de Karim Wade, de Khalifa. Il faut le régler parce que cela génère des frustrations. En 2012, on a enfermé Karim. En 2017, on a enfermé Khalifa. Et dites-vous, l'ensemble de leurs partisans qui auraient aimé aujourd'hui, sur le plan démocratique, exprimer leur choix sur différentes élections, n'ont pas pu le faire. Vous mettez tout cela dans le même salle, forcément c'est de la colère et il faut régler ça le plus rapidement possible. Alpha Thiam, je vous remercie. Ce fut un plaisir de vous avoir pour ce numéro de Toute la Vérité. Merci. Partagé. Merci à vous. Beaucoup, Birahim Touré. Et merci également à vous autres téléspectateurs de la Sen TV et auditeurs de Zik FM. Dimanche prochain, un autre invité et ce sera pour une nouvelle émission.